Un avenir meilleur, un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. When we started, really, when you saw an Ecobank banker, whether it was in Nigeria or Ghana or Italy, he stood out. That is still so. We must push that. Avant, il n'y avait que des banques étrangères. C'était pas facile pour mener des affaires, les Africains mènent des affaires avec elles. Donc c'était beaucoup pour être proche, pour permettre à nos frères de bien vouloir trouver des facilités pour tous les problèmes de développement de leurs affaires. Pour les problèmes économiques, il faut les voir ensemble. Les pays doivent s'unir. Il n'y a pas de francophone ici, il n'y a pas d'anglophone là. Nous sommes des Africains. Ecobank then had to find a formula whereby it could achieve its purpose of having banks all across Africa, West Africa, belonging primarily to Africans, not the colonial bank. And it was possible because President Eyadema of Togo was willing to invent this formula whereby, okay, it's true, Togolese law says you can't have a bank in Togo and then it will have banks in other countries. You know, Ecobank transforms banking practice in West Africa. The French banks used to close at 3. On Saturday, you wouldn't see them. You know, but when we came, we were opening our banks, they started to. In fact, we became market leaders. My name is Sharif Ali. I'm a candidate in the Ecobank Management Development Program. My name is Wendy Orhan. My role at Ecobank is a management trainee in the Ecobank Management Development Program, and I've been at Ecobank so far for 6 months. Je m'appelle Kwamto. Je suis assistant trésorier à Ecobank Togo, en charge du FX. Ecobank, c'est une belle banque. C'est une banque qui dégage des valeurs nobles et qui s'est investie pour une mission de taille, celle d'être au cœur du développement de l'Afrique. I believe Africa is a gold mine for economic opportunity, but more importantly, human capital, because we have such a young foundation and we have so much untapped potential. I believe that we have a lot of great strides to make in Africa because we have a lot of great minds that are budding and growing in our emerging markets. And I am glad to be a part of an organization that recognizes that and fully wants to tap into that potential. L'avenir de l'Afrique, ça dépendra de nous, de vous les jeunes. C'est dans vos mains. J'ai très confiance à la jeunesse africaine et c'est pour ça que je leur ai dédié ma mémoire. Donc ça ira. Il faut faire confiance. If we aggressively pushed for markets, maintain quality, go ahead in ICT, and we sell ourselves as the genuine Pan-African bank, we should be more important in every country in which we are than the foreign banks which are trying to be all over Africa too. I would describe the purpose of Ecobank in 3 words: as Pan-African, technologically savvy, and innovation. I believe with Ecobank's Pan-African reach and its investment in technology, there's a lot of innovation that is being created by the bank. I see the future of Ecobank as a financially inclusive institution
across Africa, fully integrated, delivering products and services to all our customers worldwide. Le problème le plus important pour nous, c'est tout ce qui peut unir l'Afrique, unir les affaires des Africains, faciliter les affaires, promouvoir des affaires. C'est ça le plus important pour nous. Nous sommes partisans. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Nous connectons les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. When we started, Le dernier rapport de la Banque mondiale et de l'Institut national des statistiques nous montre que les ménages ivoiriens ont épargné sur la période de 2022 à 2023 16,2% de leurs revenus disponibles. Ce constat nous emmène à nous pencher sur le sujet de l'épargne et de l'investissement en Côte d'Ivoire et dans la zone UEMOA. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous pour cet autre numéro de webinaire offert par Ecobank Planification Financière. Nous aurons 90 minutes à passer ensemble et ces 90 minutes seront très riches d'informations. Je vais donc vous partager le chronogramme qui sera décliné de la manière suivante. Nous aurons le mot d'ouverture de notre directeur général d'Ecobank Sénégal. Ensuite, des experts vont également faire des présentations à partir de 15 minutes chacun. Après quoi, nous aurons une session de questions-réponses. Mesdames et messieurs, à la suite de ce webinaire, nous saurons si nous avons des pratiques comme la fable de Jean de La Fontaine qui nous dit que la fourmi et la cigale, ces deux sœurs, ces deux amies, l'une étant très dépensière et l'autre très économe, nous aurons, avec des tips, nous saurons dire si nous sommes des personnes assez dépensières ou des personnes qui ont la culture de l'épargne. Je vais donc vous présenter maintenant les panélistes, nos éminents intervenants. Nous avons le parrain de la session qui est Monsieur Yalou Saïd, directeur général d'Ecobank Sénégal. Il est accompagné de Monsieur Younoussou Faisal, directeur de la trésorerie et également head du FICC Ecobank Sénégal. Et comme vous le savez très bien, de coutume, chaque 2 mois, nous avons ces sessions avec notre chère directrice de la gestion des patrimoines et de la planification du groupe Ecobank en la personne de Madame Kadiatou Diallo. Et moi-même, en tant que modérateur, je suis Jean-Charles Nguessan pour vous servir. J'espère que ce moment sera très gratifiant et qu'on va se ressortir tous riches de nouveaux conseils et de bonnes pratiques. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre parrain de session, Monsieur Saïd. Merci infiniment, Jean-Charles, pour cette introduction. Chers collègues panélistes, bonsoir. Mesdames et messieurs les participants, en vos rangs et qualités, bonsoir. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui dans ce webinaire pour parler d'un sujet capital dans la vie de chaque homme et de chaque femme. De façon générale, nous savons très bien que la planification est un élément essentiel dans la vie de tout être humain.
La planification financière en tant qu'outil donc de planification vers une indépendance financière est encore plus déterminante. Donc, nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui est lié à cette planification financière et dont l'importance n'est plus à démontrer. Il s'agit essentiellement du couple épargne-investissement. Comme vous le savez, l'investissement est la conséquence d'un acte fort qui vient des habitudes de consommation. Les habitudes de consommation qui consistent effectivement à ne pas consommer tous les revenus que nous générons, mais à réserver une partie pour prévoir une certaine assurance dans des moments creux. En effet, la vie, comme nos finances, ne sont pas linéaires. Nous connaissons des moments de revenus assez conséquents dans notre vie et des moments où nos revenus sont relativement bas. Ceci appelle donc à une planification qui nous permet d'avoir le contrôle donc de l'essentiel de notre finance tout le long de notre vie. D'où l'importance de la planification financière qui commence par l'épargne et qui se poursuit avec l'investissement pour effectivement aboutir à l'indépendance financière auquel chaque homme et chaque femme a droit. Aujourd'hui, nous aurons donc à discuter avec nos chers experts qui sont avec moi dans ce panel de la planification financière et de comprendre son importance, de partager avec vous des astuces permettant effectivement de mieux épargner et de vous faire part de la connaissance des supports d'investissement qui peuvent vous être utiles dans votre planification financière. Je vous invite donc à suivre attentivement donc les recommandations et les conseils de nos experts et je vous invite surtout à poser des questions, à faire vos commentaires et pourquoi pas partager vos expériences. À toutes et à tous, je souhaite une très bonne session et j'espère qu'au sorti de ce webinaire, chacun d'entre nous sortira avec une volonté renforcée, avec des instruments affinés pour mieux planifier sa vie financière. Merci. Alors, merci beaucoup DG, merci Saïd pour ce mot d'ouverture. Nous allons maintenant passer à Madame Kadiatou Diallo, directrice générale et directrice de la gestion du patrimoine et de la planification financière du groupe Ecobank. Merci Jean-Charles, merci beaucoup Saïd pour les mots d'introduction effectivement. Donc avec Faisal, donc on va sans plus tarder donc rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, je tiens à saluer tous les participants qui se sont connectés encore une fois nombreux sur cette plateforme. Je suis ravie, chers clients, chers partenaires, chers collègues de la région, eu au moins de me retrouver au fait de nouveau parmi vous, parler d'un concept donc, qui me passionne, qui est celui de la planification financière. Nous sommes tous présents aujourd'hui au fait sur cette plateforme car nous sommes sûrs d'avoir un avenir financier paisible, sans tracas financier pour nous et les personnes donc, qui nous tiennent à cœur. Donc aujourd'hui, on va pouvoir revenir sur le concept de la planification financière, s'attarder un petit peu sur l'importance de l'épargne, ensuite vous partager donc les astuces, ensuite vous partager donc les astuces et les conseils financiers précieux pour savoir comment choisir le meilleur support d'investissement parmi tant ceux qui existent. Il y en a tellement, donc des fois on est un peu perdu. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, je demande à chacun d'entre nous sur cette plateforme d'avoir une introspection, de se poser des questions sur soi. Combien parmi vous, on aura l'occasion justement de prendre les réponses à la fin, combien parmi vous aujourd'hui savent exactement combien ils dépensent par mois? Donc, je vais demander la participation de tout le monde. Il faut le noter. Si on a la possibilité donc, de le mettre dans le chat, allez-y.
combien parmi vous savent exactement leurs dépenses mensuelles? Combien parmi vous, ou même nous, réussissez justement à épargner à la fin du mois, lorsqu'on reçoit la paye, votre salaire mensuel, combien vous réussissez à épargner? Déjà, combien réussissez à épargner? Si c'est le cas, combien vous réussissez à mettre de côté? Quel est le pourcentage par rapport à votre revenu? Et la troisième question que je vais vous demander justement sur laquelle il va falloir nous partager des réponses, c'est si jamais il vous arrivait de perdre votre emploi, je ne le souhaite à personne, demain, serez-vous capable de protéger justement vos proches? Seriez-vous capable de maintenir votre niveau de vie actuel pendant au moins 2, 3, 4 mois? Donc, c'est à toutes ces questions-là qu'on va pouvoir répondre pendant les 1h30 qu'on va passer ensemble. Donc, je vais demander de passer à la prochaine slide en espérant que vous ayez noté ces questions et qu'on aura les réponses donc en fin de session au moment questions-réponses. Donc, on va passer à la prochaine slide. OK. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir répondre à ces questions, je veux revenir au fait sur le concept de la planification financière. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va passer encore à la prochaine slide. Donc, le concept de la planification financière, qu'est-ce que c'est? La planification financière, c'est un processus. C'est un processus qui va vous permettre d'avoir un plan financier clair. Il permet d'atteindre au fait vos objectifs financiers plus rapidement. Lorsqu'on a un plan, c'est comme si on avait une carte, une roadmap où aujourd'hui tout le monde l'utilise. On a une géolocalisation, on sait exactement où on va d'un point A à un point B. Donc, la planification financière, pour le dire simplement, vous permet donc d'atteindre ces objectifs financiers plus rapidement. Il vous protège financièrement donc en cas d'imprévu et il offre une meilleure tranquillité au fait donc d'esprit. Et le processus, c'est le processus qu'on vous partage. Il se fait donc en 6 étapes. Le premier, donc, c'est fait par des experts pour pouvoir justement avoir ce plan-là. On vous demande de répondre à certaines questions qui vous permet justement de faire un bilan, de savoir exactement où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Où est-ce que vous voulez être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Une fois que vous partagez toutes ces informations, vous faites une analyse de ces informations-là qui vous permet justement d'avoir un plan clair dans le but d'atteindre des objectifs que vous avez identifiés à la deuxième étape. Et une fois que vous mettez en place au fait ce plan, la vie n'étant pas un fleuve tranquille, il y a des aléas, il y a des bonheurs, on peut avoir des naissances, on peut avoir des décès, on peut avoir des mariages, comme on peut avoir des divorces. Donc, en cas d'aléa, il faut pouvoir justement ajuster ce plan qu'on a fait et s'assurer au fait de le mettre en œuvre. Donc, c'est ces 6 étapes-là que les planificateurs financiers d'EcoBank vous accompagnent à faire. Donc, il y a un accompagnement qu'on vous met à disposition pour vous assurer justement d'avoir ce plan clair-là pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir avoir cet avenir financier sûr dont on rêve tous, pour nous et les personnes donc, qui nous sont à cœur. Donc, c'est vraiment, si on doit retenir une phrase au fait sur le concept ou la définition de la planification financière, c'est un outil qui est un processus qui nous permet justement de réaliser nos objectifs de vie et assurer un avenir financier paisible. Voilà ce que je demanderais de retenir. Une fois qu'on est revenu au fait sur le concept de la planification financière et pourquoi on doit la faire, un des principes fondamentaux, un des points de base de la planification financière, donc c'est l'épargne. On va passer au deuxième point donc, qui parlera en fait de l'importance de l'épargne dans ce concept de la planification financière. Quand on parle de plan, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum d'argent pour pouvoir faire ce plan-là. On peut avoir le meilleur plan du monde, mais si on n'a pas d'épargne, on n'a pas d'argent à investir ou à allouer, ben, le plan, il reste nul, il ne vaut rien. Donc, je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. On veut partir d'un point A à un point B, mais si on n'a pas de moyen de transport, on ne peut pas se déplacer. Donc, ici, on va dire l'épargne constitue justement la base pour pouvoir justement réaliser ce plan financier clair sur mesure qui va vous permettre justement d'être serein
pour nos vieux jours. Pourquoi on épargne? C'est simple, hein? L'épargne est importante. Pourquoi? On l'a dit à l'entame de cette session, c'est pour au moins prévoir l'imprévu. En cas de perte d'emploi, par exemple, on est sûr que si jamais pour X ou Y raison, on est licencié ou on a un incident, on n'a plus de source de revenus, on a réussi à mettre de côté un fonds d'urgence. Les principes de base au fait du fonds d'urgence, c'est l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire. Donc, avec la discipline au fait de la planification financière, ce qu'on recommande, c'est de s'assurer, chacun d'entre nous, de pouvoir au moins mettre 3 à 6 mois de salaire dans un compte bloqué pour justement prévoir, avoir ce coussin de sécurité en cas de perte de source de revenus constante, prévoir les imprévus donc avec beaucoup plus de sérénité et puis ne pas être stressé pour arriver à faire face justement à nos dépenses de subsistance pour nous et nos proches. Je l'ai dit tantôt, la base pour atteindre les objectifs financiers, c'est déjà d'avoir un minimum d'actifs pour pouvoir l'investir. Sans épargne, on ne peut pas investir. Donc, épargner, il y a une règle au fait de 50, 20, 30 dont je vais vous parler plus tard. Vous expliquer au fait quels sont les différentes principes et astuces qu'il va falloir utiliser pour pouvoir atteindre cet objectif d'épargne. On va passer à la prochaine slide. Donc, ça, c'est des stratégies d'épargne que je partage avec vous pour vous permettre d'avoir une certaine discipline, d'avoir les bonnes pratiques, les bonnes astuces pour s'assurer au fait de pouvoir épargner. Certaines personnes me diront, oui, j'aimerais bien épargner, mais à la fin du mois, j'ai des imprévus, j'ai un oncle, une tante qui est décédé, j'ai un parent malade, j'ai une cérémonie. Mais au fait, tout se planifie. Tout se planifie, il y a des outils. Il y a des outils qui vous permettent au fait de le planifier. Le budget, c'est un outil simple. On peut le faire sur un fichier Excel, on peut le faire sur une simple feuille de papier, on peut le faire, on a aussi des outils technologiques qui existent aujourd'hui, des applications qui nous permettent de le faire. Le budget, c'est quoi? C'est lister toutes vos dépenses et lister tous vos revenus. Donc, c'est un calcul mathématique simple, hein, l'ensemble de vos revenus moins l'ensemble de vos dépenses. Et vous traquez chaque mois. Ça va vous permettre de connaître, en fait, la tendance de vos habitudes financières. Est-ce que vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens? Est-ce que vous pouvez justement allouer un certain montant justement pour l'étude des enfants? On n'est pas obligé d'attendre la rentrée pour commencer justement à se demander comment les enfants vont aller à l'école. On peut planifier la rentrée scolaire dès octobre de l'année d'avant pour s'assurer au fait qu'en octobre de l'année d'après, la scolarité des enfants est déjà disponible. On peut planifier l'acquisition d'une maison. On n'est pas obligé au fait d'emprunter au fait à chaque fois. Donc, le budget vous permet de dégager au fait votre capacité d'épargne pour pouvoir justement réaliser ce plan financier pour la réalisation de vos objectifs. Pour ceux qui n'arrivent pas à se discipliner, il y a aussi la possibilité de mettre en place au fait des épargnes systématiques. C'est des épargnes automatiques. Dès que vous recevez votre salaire mensuel, vous demandez à votre gestionnaire de compte de vous mettre un ordre de virement permanent sur un compte un compte projet, par exemple. Ça peut être le projet pour acquérir une maison, ça peut être le projet pour la retraite, ça peut être le projet pour l'éducation des enfants. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, je recommande d'en avoir, mais pour ceux qui n'en ont pas encore, il y a le système pratique des enveloppes aussi qui fonctionne. Aujourd'hui, en 2024, on recommande justement à tout le monde d'avoir un compte bancaire. On a des comptes qui sont accessibles, qui peuvent être ouverts justement même à partir de votre téléphone. Vous ouvrez des comptes d'épargne, vous le faites. Aussi, vous savez que l'argent perd de la valeur. Avec l'inflation, on se plaint tous de l'augmentation du coût de la vie. Si on épargne et qu'on n'investit pas son argent, l'argent il perd de la valeur. Le prix du pain en 2020 et le prix du pain en 2023 n'est pas le même. Donc, votre argent, vous voyez qu'il perd de la valeur. Le pouvoir d'achat, il augmente.
Donc, une fois que vous avez épargné, faites une recherche au fait sur les meilleurs supports d'investissement. On va en parler tantôt pour pouvoir justement investir et faire travailler votre argent pour pouvoir avoir des rendements sur l'épargne que vous avez. Et ne la gardez pas sous le matelas. Il faudra la ramener en banque pour qu'on puisse vous reverser au fait des intérêts. Et le dernier point, donc, est un conseil de réduire les dépenses. Mais une fois que vous faites le budget, donc, vous avez la possibilité de voir si vous vivez au-dessus de vos moyens ou pas et si vous devez faire des ajustements. Donc, voilà un petit peu certaines astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir un peu plus de discipline et vous aider à pouvoir justement épargner pour réaliser au fait ce plan financier-là. Donc, on va passer à la slide suivante. Voilà, donc ça, on en a déjà parlé, il faut commencer tôt. Dès votre premier salaire, lorsqu'on est encore chez les parents, c'est le meilleur moment, en fait, de profiter du fait qu'on n'ait pas toutes les factures, donc la responsabilité de toutes les factures pour épargner encore plus. L'épargne de Monsieur Kofi peut être différente de celle de Madame Dieng parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, il faut s'adapter. Si on ne sait pas le faire, on a au fait des conseillers, on a la possibilité au fait de pouvoir vous accompagner pour le faire. Il y a des outils qui sont mis à disposition pour vous aider à épargner. On a parlé donc du budget, on a parlé des applications, on a parlé des fichiers Excel. N'hésitez pas donc à vous renseigner. Et les ajustements. Il faut s'assurer à faire des ajustements parce que lorsqu'on commence la vie tout seul, on rencontre sa moitié, on se marie, on a des enfants. Le plan financier ou le plan d'épargne qui a été fait lorsqu'on est étudiant n'est plus le même que lorsqu'on a une famille plus importante. Donc, voilà ce qu'on voulait partager, donc ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous comme principe et conseil en matière d'épargne. Une fois qu'on a réussi donc à réaliser au fait son épargne, à réussir plutôt donc à épargner, la première question qui nous vient, c'est où est-ce que je vais investir mon argent? Il y a tellement de supports d'investissement qu'on est très vite perdu. Donc, on va passer encore à la slide suivante. Une fois qu'on a réussi à épargner les supports d'investissement, comment je fais pour m'assurer au fait que parmi ces différents supports-là, je suis sûre que j'ai fait le meilleur choix. C'est sûr que si on n'a pas l'expertise, on est très vite perdu. Dans notre région UOMOA, ça, c'est les différents supports financiers qu'on a. Donc, la banque, donc on a les comptes d'épargne, on a des dépôts à terme donc, qui sont proposés. On a l'immobilier, le dur, donc on adore le dur, on adore les terrains. En Afrique, on aime tout ce qui est concret. Donc, c'est moins abstrait au fait que les investissements donc, sur les marchés financiers et monétaires. Donc, il y a la possibilité aussi d'acquérir des terrains, des biens immobiliers, d'acquérir donc des appartements, des immeubles, tout ce qu'on peut en fonction de nos moyens. Il y a les marchés monétaires dont Faisal va pouvoir parler plus en détail aujourd'hui. Il y a le marché financier, donc qui est la bourse, la BRBM régionale. Et on a aussi les produits d'assurance. Donc, tout le monde connaît les produits d'assurance. Ils ont aussi des produits d'épargne qui permettent d'investir donc avec des taux d'intérêt qui varient d'un produit à l'autre. Donc, après avoir listé tous ces supports d'investissement-là, 3 astuces pour pouvoir s'assurer de faire le meilleur choix. Donc, le premier, donc, c'est quel genre d'investisseur je suis? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime prendre le risque ou est-ce que je suis quelqu'un qui ne veut pas du tout prendre le risque ou est-ce que je suis quelqu'un qui est modéré? Je veux prendre le risque, mais un petit peu. Donc, ici, c'est vraiment important pour pouvoir choisir le meilleur support d'investissement. Il faut savoir quelle est son aversion par rapport au risque. Pour le savoir, il y a des questionnaires qui existent à EcoBank, chez EcoBank EDC Investment. On a aussi des questionnaires qui vous permettent de le déterminer. Mais vous pouvez par vous-même le faire justement en déjà vous identifier en fonction de l'âge, en fonction de votre situation matrimoniale. Est-ce que vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous êtes avec ou sans enfant? Pourquoi vous voulez épargner et sur quelle période de temps vous voulez épargner? Combien de temps vous êtes disponible? On est d'accord que si vous avez le profil ici de Osée qui a 55 ans, vous n'avez pas les mêmes objectifs au fait que Sally qui a 30 ans, parce que Sally a encore 25 ans devant elle.
Donc, l'âge est important, l'horizon de placement est important, ce pourquoi on épargne est important. Donc, c'est le premier principe au fait qu'il va falloir déterminer. Pourquoi vous épargnez, pendant combien de temps vous voulez épargner, et puis qu'est-ce que vous recherchez et quelle est votre situation matrimoniale, familiale, vos enfants à charge ou d'autres capacités au fait d'épargne. Une fois que vous connaissez votre profil risque investisseur, il y a un principe clé qui est le principe de la diversification. Donc, on le dit souvent, vous le savez, on ne met pas tous ses œufs donc, dans le même panier. Donc, on va passer à la prochaine slide, principe de la diversification. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On suppose qu'on a 100 000 francs à épargner tous les mois. On réussit à épargner 100 000 francs qu'on peut épargner. Est-ce qu'on va prendre ce 100 000 francs-là et le mettre entièrement, en fait, dans un compte d'épargne ou le mettre entièrement dans un fonds commun de placement? Donc, vous voyez, s'assurer de ne pas mettre toute son épargne sur le même support d'investissement, le même produit d'investissement. Okay? Donc, il y en a, je vous en ai présenté 5 lorsqu'on a commencé à parler du sujet d'investissement, mais il va falloir justement diversifier. Vous pouvez diviser le 100 000 entre 2 ou 3 produits. Un produit d'assurance, un produit d'épargne, un compte d'épargne, un fonds commun de placement, pour vous assurer au fait de tirer les bénéfices de chacun d'eux. OK? Je ne vais pas passer plus de temps. L'idée sur cette partie-là, c'était vraiment pour vous dire d'appliquer le principe de la diversification. OK? Parmi les différents produits qu'on vous a donnés. Encore là, on a les outils pour vous permettre de choisir au fait le pourcentage en fonction de votre profil risque investisseur, en fonction du projet que vous souhaitez faire. OK? On va dire Aya, qui a 29 ans et 2 enfants, a encore 30 ans de carrière, elle a encore la possibilité au fait d'investir sur des profils, sur des produits au fait qui sont peut-être volatiles. Volatiles, c'est-à-dire c'est des produits d'action, des actions, et ils montent, la valeur monte et la valeur baisse. OK? Oser tout à l'heure, la collègue qui avait 55 ans ou le client qui a 55 ans va vouloir prendre moins de risques parce qu'il lui reste par exemple 5 ans avant d'aller à la retraite. Elle va rechercher plutôt un support d'investissement plus stable avec un rendement plus sécurisé pour pouvoir choisir au fait où investir, quel produit investir. Donc il y a vraiment ce deuxième principe-là et bien entendu, une fois qu'on aura adopté le principe de diversification, on va ensuite regarder le rendement parce qu'en réalité, on n'investit pas tout cet argent-là pour faire beau, on investit parce qu'on va avoir un retour sur investissement. On va passer aux différentes astuces aussi sur lesquelles il va falloir porter une attention particulière. Donc, on va passer à la prochaine slide sur les astuces au fait de l'investissement. Donc, on a le rendement. Le rendement est important. Dans le principe de diversification, il faut savoir que le risque va avec la rentabilité. Plus on veut avoir des rendements importants, plus le risque qu'on va prendre aussi va suivre. Donc, plus on est prêt à accepter au fait des rendements de 3,25, de 5, ça veut dire qu'on a un profil plutôt prudent, on ne veut pas prendre trop de risques. Donc, les supports d'investissement ou les produits d'investissement qu'on va choisir vont être les produits d'investissement où le capital, l'argent qu'on aura investi donc, est plus sûr. Donc, ça peut être des dépôts à terme, ça peut être des DAT, ça peut être des comptes d'épargne classiques ou peut-être des fonds communs de placement obligataire. Donc, retenez un des principes ici, c'est que le risque va avec la rentabilité. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide d'astuces d'investissement? Voilà, donc le rendement, on a parlé, il faut regarder le rendement. Quel est le taux d'intérêt que ce produit me donne? Quelle est la sécurité? Est-ce que l'argent que j'aurais investi, est-ce que les fonds que j'aurais investis donc, sur ce produit-là est sûr? Est-ce que je vais récupérer mon capital? Est-ce que l'intérêt qu'on me promet est garanti? Donc, c'est toutes ces petites point-là qu'il va falloir regarder. La flexibilité, c'est aujourd'hui, en cas d'urgence, est-ce que je peux récupérer mon argent? Quel est le délai justement pour récupérer son argent? Est-ce que je dois payer les impôts
les dépôts à terme, par exemple, on paye des impôts sur l'intérêt, on investit 1 million, on a, je donne un exemple, on a dit 50 000 francs d'intérêt, ben, les 50 000 francs, il y a une taxe qui est prélevée, donc on ne reçoit pas, c'est les 50 000 francs moins l'impôt, contrairement donc aux obligations ou aux fonds communs de placement ou qui sont exonérés donc fiscalement. Okay? Donc voilà, on a pu parcourir brièvement en 15 minutes le concept de la planification financière, l'importance de l'épargne et quelques conseils sur comment choisir le meilleur support d'investissement. Pour finir, je vais vous partager donc à la dernière slide les astuces, les règles d'or qu'il va falloir noter et appliquer pour s'assurer justement d'avoir cet avenir financier paisible pour nous et nos proches. Donc, les 10 règles d'or, on en a parlé, c'est de faire un bilan. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est? Comme quand on va chez le médecin, le bilan médical, là, c'est un bilan financier, on fait un état des lieux, on choisit au fait nos objectifs financiers, on sait exactement, on définit plutôt nos objectifs financiers, on sait exactement ce qu'on veut dans 3, 4, 5 ans, ne naviguons pas à vue. On établit un budget, on essaie d'appliquer la règle 50-30-20. Pas plus de 50% de notre salaire devrait être alloué à nos dépenses de subsistance. Donc, tout ce qui est loyer ou hypothèque, tout ce qui est facture d'électricité, tout ce qui est épicerie, marché, ne devrait pas dépenser 50% de notre salaire. J'ai 500 000, 250 000, c'est pour vivre. J'ai 200 000 pour épargner et j'ai 300 000 pour loisirs, vice-versa. Donc, non, 250 000, 100 000 et 150 000. Donc, en faisant le 50, 20, 30, il va falloir l'appliquer ainsi. Mais ce n'est pas coulé dans le béton, c'est quelque chose qui peut être inversé en fonction de la vie de chacun, des contraintes de chacun, mais ça peut justement être une boussole pour aider à organiser notre budget. Il faut être discipliné pour pouvoir réussir parce que c'est un processus à long terme. Mettez en place les épargnes systématiques, on gagne de l'argent, on s'assure de payer la banque, on s'assure de payer l'électricité, on s'assure d'aller au marché, mais on oublie de se payer. Et comment on se paye? C'est en épargnant. Donc, n'oubliez pas d'épargner. C'est vraiment la seule somme d'argent qui vous revient après ces heures de labeur que vous passez tous les jours. Il faut diversifier les supports d'investissement, on en a parlé. Il faut investir dans votre avenir en participant à ce genre de webinaire, en vous renseignant sur Internet. Aujourd'hui, toutes les informations sont accessibles. Mettez en place un plan financier clair qui va vous permettre de savoir exactement où vous allez faire les ajustements nécessaires avec EcoBank Planification Financière. Donc, je pense que j'ai atteint, Jean-Charles, ou excédé mon temps. Je pense que je vais m'arrêter là. On aura l'occasion donc d'échanger plus longtemps au moment des questions-réponses. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Kadi. Très, très belle présentation. Je vais revenir un peu sur certains points que Kadi a abordés. Donc, premièrement, elle a parlé de définir des objectifs. Donc, on ne peut pas réussir à atteindre un bon matelas financier si on n'a pas d'objectif. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on veut épargner et nommer justement ces épargnes. Elle a parlé d'inflation. Donc, il faudrait déjà que notre argent ne soit pas conservé très longtemps sur certains comptes d'épargne. Il faut pouvoir dynamiser cela. Elle a aussi soulevé le point de l'importance de l'horizon de placement. Donc, ça voudrait dire qu'une fois qu'on a commencé déjà à se mettre en place une épargne, il faut aussi qu'on pense à la version de justement poser, de se mettre en place un investissement. Je pense que Fayassal va tout à l'heure nous en parler. Et l'autre question sous-jacente de l'épargne était bien évidemment le montant. Donc, elle a parlé de mettre en place un montant de 3 à 6 mois pour pouvoir se mettre en place une sécurité financière. Merci beaucoup, Kadi, pour cette présentation. Fayassal, si tu es prêt pour ta présentation. Merci, Jean-Charles. Permettez-moi d'abord de remercier le directeur général d'EcoBank Sénégal, Kadi,
l'ensemble des panélistes et surtout nos chers clients. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et c'est pour moi vraiment un grand honneur aujourd'hui de partager, d'échanger avec vous sur les opportunités et les astuces que le marché monétaire offre en termes d'instruments et d'investissement de vos épargnes. Je pense que Jean-Charles, on peut passer à la première slide. Jean-Charles, on peut passer à la présentation, s'il vous plaît. OK. Mam, slide, s'il te plaît. Je vais juste un peu mettre en relief ce que consommation plus épargne. Et donc, forcément, si on veut faire une planification financière de sa vie, il va falloir que le revenu, qu'on ne se dise pas qu'il est peu, qu'on doit tout consommer, mais il faut vraiment mettre à côté une partie de ce revenu-là pour se constituer un certain niveau de revenu dans le futur, parce que l'investissement en lui-même est défini aujourd'hui comme des ressources propres ou des fonds qu'un individu peut en tout cas aujourd'hui affecter et pour le rentabiliser le stock productif. Et c'est ça qui permet aujourd'hui vraiment de faire une meilleure planification. Il ne faut pas se dire seulement que j'ai un revenu qui est faible et donc je dois tout consommer, que je ne dois pas planifier. Ça, c'est une grosse erreur. Si on a un petit revenu, on fait une petite vie et on épargne un peu pour essayer en tout cas d'aspirer à investir des mains et avoir des gros revenus. Donc, est-ce qu'on a des difficultés pour projeter la présentation? OK, merci. Merci, Mam. Donc, j'ai vraiment l'honneur aujourd'hui de partager avec vous dans le cadre de nos stratégies de planification financière les supports d'investissement et les opportunités que le marché monétaire aussi offre pour les particuliers, les entreprises institutionnelles et les corporates en termes d'investissement. Mais ici, on va beaucoup plus se concentrer sur la planification financière qui concerne vous et nous, les personnes physiques. Donc, on va voir une vue à 360 degrés un peu de comment le marché monétaire de l'UEMOA est organisé, parce que comme vous le savez, par définition, le marché monétaire, le marché des instruments financiers à court terme, et qui est subdivisé en deux parties, le marché interbancaire et le marché des titres de créances négociables. Et au niveau de l'UEMOA, sur la partie des titres de créances négociables, nous avons des certificats de dépôt qui sont émis par les banques, des billets de trésorerie qui sont émis par les entreprises et les bons obligations de trésor qui sont émis par les États et les collectivités locales. C'est le slide suivant, Mam. Slide suivant toujours. Voilà, donc je disais tantôt que le marché monétaire est subdivisé en deux compartiments. Donc le premier compartiment, c'est le marché interbancaire sur lequel on ne va pas s'appesantir parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui de notre conversation. On va beaucoup plus nous appesantir sur le marché des titres de créances négociables qui sont réservés à l'ensemble des investisseurs. Slide suivante. Donc, au niveau de l'UEMOA, ce marché est complètement intégré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les opérations sur ce marché sont automatisées. Les titres émis présentent des fortes spécificités. Par contre, les principaux intervenants sur le marché interbancaire sont les établissements de crédit, communément appelés les banques, les trésors publics des États membres de l'UEMOA, qui sont en tout cas beaucoup plus les émetteurs aujourd'hui sur notre marché, plus que les collectivités locales et autres grandes entreprises dans nos différents pays, et la Banque centrale, bien entendu. Slide. Donc, je le disais tantôt, le marché des titres de créances négociables qu'on appelle le marché des TCN
j'ai parlé tout à l'heure que pour les certificats des dépôts, qui sont aussi des instruments sur lesquels les personnes physiques peuvent acheter, parce que de façon classique, il faut retenir qu'au niveau des banques, il y a des instruments financiers sur lesquels les gens investissent, qui sont les DAT de façon classique, les bons de caisse, les obligations de trésor, les bons de trésor, les actions Kadil a dit, aujourd'hui l'immobilier, qui aujourd'hui n'est pas forcément très rentable et qui n'a pas assez de flexibilité qu'offrent les investissements sur les bons et obligations de trésor. Si je prends le cas aujourd'hui du Sénégal, où le coût de l'immobilier est assez cher pour une parcelle de 150 mètres carrés d'appartement, il faut donner dans les 150 millions, 180 millions. Le taux de rentabilité, en tout cas, le taux de rentabilité calculé aujourd'hui autour de 6,50 à 7%. Alors que vous n'avez pas la flexibilité, et puis une fois l'investissement est fait, au lieu que ça prenne de la valeur comme intérêt, ça va se dégrader. Donc aujourd'hui, vraiment la meilleure opportunité qui peut s'offrir, et avec des flexibilités assez intéressantes, restera bien entendu les obligations et les bons de trésor, qui sont des instruments du marché monétaire. Slide suivante. Donc, ces instruments dont nous allons parler en détail tout à l'heure sont bien encadrés par le régulateur qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'agence IMO à titre, le CRINF pour les instruments qui sont émis sur le marché financier. Donc, il y a toute une batterie aujourd'hui de règlements qui régit l'ensemble des activités sur les omissions de bons obligations de trésor, parce que, comme je le disais tantôt, nous n'allons pas trop nous attarder sur les instruments classiques que vous connaissez déjà en termes d'investissement, mais nous allons beaucoup plus nous concentrer aujourd'hui sur les opportunités qu'offrent les obligations et les bons de trésor en termes d'alternatives d'investissement. Slide suivante. Donc, ces instruments dont nous allons parler, qui sont les bons et obligations de trésor, obéissent à un certain nombre de règles et de mécanismes en termes d'émissions au niveau de l'agence IMO à titre aujourd'hui, qui est l'organe qui est chargé de l'organisation matérielle des émissions de bons et obligations de trésor sur l'ensemble du marché des 8 pays de l'UEMOA. Et les souscriptions se font de façon libre pour les investisseurs, en tout cas les banques et les SGI sur le marché primaire. Les individus peuvent participer à travers ces banques ou ces SGI. Il faut juste retenir que pour une même entité ne peut pas souscrire à plus de 60% de la totalité d'une émission d'un pays donné. Slide suivante. Donc, au niveau de notre région l'UEMOA, parce que nous avons les mêmes règles qui régissent l'ensemble de nos 8 pays, il y a 2 voies d'émission de titres publics. C'est soit les États émettent par adjudication, c'est-à-dire par soumission directe sur le marché primaire et par le canal de l'agence IMO à titre, ou par appel public à l'épargne, et donc c'est les SGI qui collectent les soumissions des entreprises, des banques, mais des personnes physiques, et qui est régulé par l'autorité du marché financier, anciennement appelée le CRINF. Slide suivante. Donc, on peut passer ces slides rapidement parce que c'est les différents règlements de la Banque centrale et du CRINF qui régissent ces activités de marché des titres. Voilà, donc, on va beaucoup plus se concentrer sur les bons de trésor. Aujourd'hui, en quoi les bons de trésor consistent comme un palliatif d'instruments financiers pour vous demain. Aujourd'hui, les bons de trésor ont des caractéristiques qui permettent d'investir sur ces papiers parce que vous avez la flexibilité en fonction de l'horizon de visibilité que vous avez sur les fonds dont vos ressources, donc les fonds dont vous détenez. Si vous voulez investir sur 7 jours, s'il y a des obligations émises, des bons de trésor émis par des États, vous pouvez aujourd'hui acheter ces titres-là sur un horizon de 7 jours. Il y a des bons de trésor qui sont émis normalement sur 8 jours, des bons de trésor sur 90 jours, donc 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans maximum. Dans notre union, la durée maximale pour les bons de trésor est de 2 ans. Et depuis un certain nombre, depuis je pense 3 ou 4 ans, les bons de trésor qui sont émis ont des durées maximales de 1 an. Mais dans la réglementation toujours,
la durée n'a pas été encore changée, donc la durée reste durée maximum de 2 ans, mais qui peut aller de 7 jours à 728 jours. Et donc, ça permet aux investisseurs, en fonction de leur profil et en fonction de leur visibilité par rapport aux fonds qu'ils détiennent, de pouvoir choisir la maturité ou le délai sur lesquels ils pensent pouvoir investir ces ressources dont ils disposent afin de les rendre beaucoup plus productifs. Kadi l'avait rappelé, il est important de ne pas se laisser, ces épargnes seulement dans les comptes d'épargne, mais aussi d'essayer de trouver d'autres instruments qui vous permettront de gagner de l'argent beaucoup plus important et de façon, en tout cas, un peu sûre. Pourquoi sûr? Parce que ce sont des instruments qui ne sont pas des actions, donc ils ne subissent pas forcément la volatilité du marché. Vous n'êtes pas propriétaire dans une entreprise, vous êtes créancier de ces États qui émettent ces instruments-là. Donc, aujourd'hui, le montant, en tout cas, minimum pour nous au niveau d'Ecobank, pour les personnes physiques qui souhaiteraient créer des portefeuilles titres d'investissement pour eux-mêmes, c'est à partir de 30 millions. Ça permet à ces personnes-là d'avoir aujourd'hui, on va dire, d'avoir des moyens qui leur permettent d'avoir des leviers d'investissement. Prenons le cas où Jean-Charles souhaiterait acheter un appartement aux 2 plateaux à Abidjan. Mais Jean-Charles, depuis qu'il a commencé à travailler, Jean-Charles met chaque mois 1 million de côté en bons de trésor qui lui donne un rendement peut-être de 5% net d'impôt, parce que s'il achète ça sur des titres qui sont émis par l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la promotion des activités, en tout cas sur les bons et obligations des trésors, l'ensemble des États ont des exemptions fiscales accordées pour les investisseurs qui investissent sur ces titres-là. Donc, ces intérêts, en tout cas, ou ces revenus que Jean-Charles recevra, seront des intérêts qui sont exonérés de tout impôt et taxe. Et qu'est-ce que ça permet? Pourquoi c'est un avantage d'aller dans ce sens-là? Si demain, comme je l'avais dit tout à l'heure, Jean-Charles veut véritablement acquérir cet appartement qui lui coûtera 200 millions de plateaux rooftop, et bien entendu, Jean-Charles a économisé, peut-être investi 60 millions, 40 millions et vient à la banque pour dire qu'il veut le complément. Il peut même mettre ces titres-là en garantie qui continuent à produire des intérêts et permet de réduire les charges d'intérêt qu'il va supporter sur l'emprunt qu'il fera auprès de la banque. Donc, ça vous permet d'avoir des leviers d'investissement, donc d'avoir d'actifs productifs. Au lieu de donner une maison en garantie où il faut faire beaucoup de démarches administratives pour la garantie, pour les documents juridiques, ainsi de suite, alors que si c'est un instrument du marché monétaire, en une journée, 2 journées, tout est clôturé et puis si vous avez votre crédit, la banque a sa garantie. Donc, c'est toutes ces astuces-là que nous souhaiterons partager avec vous parce que ce sont des instruments non seulement qui vous permettent d'avoir des revenus, mais au-delà, même si vous êtes dans une autre banque endettée et que la banque vous demande des garanties, ce sont des titres qui sont transférables. Aujourd'hui, vous demandez à NCA Bank ou à Ecobank Niger ou à Ecobank Togo de transférer vos titres qui sont au Togo à Ecobank Sénégal, ça s'est fait en l'espace de 5 minutes. La Banque centrale a mis aujourd'hui un système qu'on appelle SAGETI qui permet de faire ces transferts. Et donc, on n'a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de temps à perdre pour des documents administratifs et autres. Et la bonne chose, c'est que c'est des instruments que vous pouvez avoir sur plusieurs maturités. On a bien dit de 7 à 728 jours. Slide suivante. Le deuxième instrument qu'on voulait vraiment partager avec vous, qui n'est pas très différent du premier, du bon de trésor, c'est les obligations de trésor qui sont aussi des instruments de ce même marché monétaire. À la seule différence qu'au niveau des obligations de trésor, la valeur nominale est de 10 000 au lieu de 1 million, mais le montant de souscription que nous targetons dans le cadre de la diversification de nos produits financiers, en tout cas dans le cadre de la planification à nos clients, c'est aujourd'hui 30 millions le montant minimum, sachant bien que la valeur pour une unité de bon de trésor est de 1 million de francs CFA et la valeur pour une unité d'une obligation de trésor est de 10 000 francs CFA. Encore une fois,
la différence réside fondamentalement sur le fait que la durée maximale pour les bons de trésor est de 2 ans, même si depuis quelques années, les bons de trésor émis ont des durées de 1 an. Pour faciliter les échanges sur le marché, les obligations ont une durée minimale de 2 ans, donc c'est 3 ans et plus. Les obligations, en tout cas, qui sont émises au niveau de l'UEMOA, qui ont des rendements aujourd'hui, par exemple, actuellement où on se parle, les taux d'intérêt, la courbe de taux a une tendance, en tout cas, haussière. Et donc, on a des rendements actuariels qui sont au 8%, pour certains pays jusqu'à 9%, ce qui permet aujourd'hui, nous, à Ecobank, de pouvoir offrir à nos clients des taux assez intéressants comparés à d'autres actifs financiers et qui sont vraiment exonérés de tout impôt et taxes. Parce que si je prends le cas du Sénégal, par exemple, pour un placement en DAT, vous avez la TVA de 18% qui est prélevé sur le revenu généré par votre investissement, plus 8% d'IRC, si vous n'êtes pas exonéré de TVA et d'IRC. Alors que sur les investissements pour les personnes physiques, sur une alternative, en tout cas en fonction du profil de la personne, sur les bons ou obligations de trésor, ça leur permet d'avoir des revenus défiscalisés. Slide suivante. Donc, il faut dire aussi que ces titres-là sont dématérialisés. Ce n'est pas comme avant où c'est des papiers avec des reconnaissances de dettes physiques. Ça, c'est des titres qui sont en compte courant au niveau de la Banque centrale, que ce soit des titres que la banque elle-même détient ou des titres que la banque détient pour compte de tiers. C'est parce que tous les investissements que les personnes physiques effectueront auprès du groupe Ecobank dans chacune de nos filiales seront gardés par la Banque centrale, qui est le custodien pour les titres qui sont émis sur le marché monétaire. Pour les titres qui sont émis sur le marché financier, bien entendu, c'est la BRVM qui est le teneur de compte pour ces titres-là. Donc, la banque constituera votre portefeuille, mais les titres sont gardés de façon séparée dans les livres de la Banque centrale sur un compte courant au niveau de la Banque centrale qui matérialise que Jean-Charles, à travers Ecobank, a souscrit pour la constitution d'un portefeuille d'investissement à hauteur de 100 millions de francs CFA et que ces titres-là ne sont même pas accessibles à Ecobank pour vous donner la garantie qu'aujourd'hui, ces titres-là ont une certaine, en tout cas, garantie et sont gouvernés par un certain nombre de règlements édictés par la Banque centrale. Slide suivante. Donc, pour nous, Ecobank aujourd'hui, il est fondamental que nous partagions, en tout cas, cette stratégie avec l'ensemble de notre clientèle particulier dans le cadre de la diversification de nos produits financiers. Donc, nous proposons ces bons et obligations de trésor à l'ensemble de nos clients pour qu'ils aussi profitent de ce que le marché sous-régional offre en termes d'instruments financiers. Donc, j'avais dit tout à l'heure les avantages que ces instruments-là offrent. Et donc, aujourd'hui, au niveau de la banque, nous avons acheté des instruments, en tout cas des plateformes qui sont aujourd'hui utilisées par les banques internationales, notamment Calypso, qui aujourd'hui, si on regarde dans la sous-région, je pense qu'il n'y a que 2 groupes bancaires qui ont cette plateforme-là, qui est utilisée aujourd'hui par les grandes banques internationales. Donc, Ecobank a choisi cette plateforme-là pour accompagner sa stratégie, en tout cas de diversification de produits à l'intention de nos clients. Et nous sommes en train d'envisager dans un futur proche comment est-ce que nous pouvons rendre disponibles ces offres d'investissement à travers des plateformes mobiles. Certaines de nos entités ont déjà commencé et ça ne saurait tarder pour pouvoir vraiment l'élargir au grand public. Slide suivante. Je pense qu'on peut passer à la slide. Voilà. Il faut se dire aussi quels sont les risques qui sont autour de ces investissements. Il y a le risque de défaut, par exemple, au niveau de la banque, on a 2 propositions. La première proposition, c'est qu'ils veulent investir en tant que père de famille, c'est-à-dire qu'ils ne veulent prendre aucun risque. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre le risque sur l'État émetteur, mais ils veulent prendre le risque sur Ecobank. À ce moment-là, on a des opérations qu'on appelle des opérations de réméré. Une opération de réméré, c'est une opération dans laquelle
EcoBank s'engage à vous vendre des bons ou des obligations de trésor à un certain prix et s'engage en même temps, le même jour, à les racheter à un prix donné. Donc, vous n'avez pas le risque si l'État émetteur advienne que pourra, EcoBank sera votre contrepartie pour vous rembourser. Mais son rendement sera inférieur à celui qui choisit d'acheter de façon ferme une obligation de l'État de Côte d'Ivoire ou une obligation de l'État du Sénégal où sa contrepartie reste l'État émetteur. Encore une fois, depuis que les émissions de bons et obligations de trésor ont commencé dans l'UEMOA en 2007, où la Banque centrale a demandé au pays qu'elle ne fera plus des avances de trésorerie, mais tout pays qui a besoin de liquidité ou de fonds puisse émettre des bons et obligations de trésor. Et depuis 2007, on n'a pas vu des pays qui ont fait des défauts. On a eu des cas où, pendant la crise ivoirienne, mais ça a été résolu rapidement. On a eu des cas pendant la crise malienne, mais aussitôt que les sanctions ont été levées, le Mali a remboursé l'ensemble des investisseurs. On a eu le cas récemment avec la crise au niveau, l'embargo au niveau du Niger, mais aussitôt fini, les titres ont été remboursés aussi. Donc aujourd'hui, dans l'UEMOA, on n'a pas d'histoire, en tout cas d'expérience par laquelle il y a eu un défaut, en tout cas sur les titres. Il peut y avoir des retards, on ne va pas le dire, on ne va pas vous le cacher, mais en réalité, à une fine, on a eu toujours les remboursements, en tout cas des investissements effectués par les investisseurs auprès de ces émetteurs-là. Il y a des risques de liquidité. Pourquoi? Parce que souvent, si le marché, la demande est très faible et qu'il y a des gens qui ont besoin de sortir de leur investissement et qu'il n'y a pas de preneur, forcément, il y a le problème de liquidité, comme il y a le problème de taux d'intérêt. On sait bien quand les taux d'intérêt montent, les actions, les obligations anciennes perdent de la valeur, ainsi de suite. Donc, il y a quelques risques qui sont, mais nous avons des experts dans la maison qui savent gérer ces risques-là et qui vous permettent de vous garantir un certain revenu sans ces risques-là. Mais on préfère vous partager, comme vous le savez, en tout cas beaucoup de personnes qui sont connectées savent bien que ce ne sont pas des instruments aussi qui sont dénudés de tout risque parce que dès qu'on dit investissement, forcément, il y a un risque, mais ces risques sont extrêmement faibles. Jean-Charles, slide suivant. Voilà, en termes de clientèle cible, aujourd'hui, je vais regarder, on cherche vraiment les clients premium, on cherche les salariés, en tout cas tout celui qui a l'ambition de se constituer un portefeuille d'investissement peut se diriger vers les filiales d'EcoBank au niveau de la sous-région qui trouveront des experts sur place, qui les conseilleront en fonction de leur profil et qui pourront leur proposer le meilleur instrument en fonction de leur profil. Slide suivante. Je pense. Voilà, Jean-Charles, je pense que je suis dans mes 15 minutes. Oui, tu es dans ton délai. Franchement, voilà. Merci beaucoup, Faisal, pour cette belle présentation. Je pense qu'on a beaucoup appris. Je vais faire juste un petit récap de tout ce qui a été dit. Alors, de ce que Kadi a dit jusqu'à l'atterrissage de Faisal, ici, on a parlé de rendement, sécurité, flexibilité, avantages fiscaux. Et je peux vous assurer que avec les produits financiers et surtout le marché monétaire dont Faisal vient de nous instruire, nous pouvons aisément comprendre la slide de Kadi qui nous parle du rendement. Parce qu'avec le marché monétaire, on a des supports d'investissement qui nous donnent des rendements de gros rendements. La sécurité, il a parlé de sécurité, il a dit jamais d'impayé depuis qu'on a démarré. Donc, je veux dire que ici, ce sont des placements qui sont très sûrs, des placements qui sont très bien maîtrisés par des professionnels, des experts de la maison. Il a parlé d'avantages fiscaux. Effectivement, vous voyez que nous avons beaucoup de comptes qui existent, mais qui n'ont pas un rendement aussi fort que ce que Faisal vient de nous présenter. Il a parlé de levier d'investissement. Il a dit, et c'est très important, on remarque que beaucoup de personnes vont contracter des dettes en donnant des hypothèques de leur maison. Ils sont obligés de présenter les papiers de leur maison pour pouvoir bénéficier de prêts. Et aujourd'hui, avec le marché monétaire, c'est possible avec ces titres dématérialisés-là, de pouvoir contracter des dettes auprès de sa banque. Et il a parlé du transfert de ces titres-là. Il a parlé du nombre de jours, 700 à 728 jours. Je pense que
c'est le mieux et c'est le moment pour tout investisseur aujourd'hui, que ce soit des corporates, que ce soit des particuliers, de pouvoir se rapprocher de nous afin de pouvoir souscrire à ces obligations de marché-là. Donc, c'est vraiment très, très bien structuré, surtout que c'est régulé par la Banque centrale. Donc, tout est vraiment très bien contrôlé. On a parlé de taux qui part de 5 à 9% sur une période de 1 à 5 ans. Donc, vraiment, merci beaucoup, Faisal, pour cette très belle présentation. Nous allons passer à notre séance de questions et de réponses. Alors, je vais déjà prendre la première question. Et c'est une question anonyme qui est adressée, je crois que c'est pour Kadi. Kadi, quel est le meilleur support d'investissement pour un jeune couple marié pour acquérir une maison? Quel est le meilleur support d'investissement pour un jeune couple marié pour acquérir une maison? Le micro est fermé, donc je vais l'ouvrir. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que j'ai un petit souci avec mon micro. Alors, c'est parfait, on t'entend. D'accord, parfait. Donc, quand on dit jeune, je suppose que ce couple-là a une horizon de placement, en fait, plus importante, donc plus longue. Donc, c'est pour acquérir une maison. Donc, on pourrait prendre un peu de risque, pas trop. Donc, je reviens, en fait, aux questions de base. Je ne peux pas comme ça dire, OK, voilà, en fait, le support d'investissement idéal, mais je pourrais donner des exemples je pourrais donner 2 ou 3 exemples. Ils sont jeunes, ils ont un enfant, ils veulent acheter une maison. Donc, au moins, ils ont l'objectif en tête. Ils ont l'âge et on a la situation matrimoniale. Par contre, je n'ai pas quand est-ce qu'ils veulent acheter la maison. En fonction de la durée, au fait, aussi du placement, on pourrait justement opter pour par exemple, un fonds commun de placement qui vous permet d'avoir une flexibilité en matière de choix, parce qu'on peut avoir des fonds communs de placement où on peut retrouver des obligations d'État, on peut retrouver des actions. Parce qu'ils sont jeunes, ils peuvent se permettre d'avoir un fonds commun de placement avec des obligations qui sont sûres, comme Faisal l'a mentionné tout à l'heure, avec une petite option d'action. Comme ça, en cas de volatilité, vu qu'ils sont jeunes et qu'ils ont encore le temps de pouvoir laisser passer au fait la baisse en cas de baisse du marché, de pouvoir toujours réaliser au fait leurs objectifs. En face, je pourrais être tentée de dire, OK, parce que c'est une maison, on veut que ça soit un investissement sûr, on ne veut pas prendre de risques du tout, notre épargne est limitée. À ce moment-là, j'opterais peut-être pour un fonds commun de placement obligataire. On est sûr de récupérer son capital, on est sûr d'avoir au moins un intérêt fixe. Donc, ça pourrait être un fonds commun de placement, ça pourrait être un compte d'épargne classique, ça pourrait être un DAT. Donc, vu que c'est un actif qui est quand même important dans la vie d'un couple, je ne dirais pas beaucoup d'actions, même s'ils sont jeunes, c'est un investissement smart. Donc, je recommanderais en fait tous les supports d'investissement les plus sûrs sur le marché, donc tout ce qui est obligations et tout ce qui est compte d'épargne classique. Pour l'acquisition d'une maison, pour répondre simplement. Mais encore une fois, il y a beaucoup plus d'informations dont on a besoin pour pouvoir dire, monsieur le client, voilà le support adéquat pour vous. Donc, on peut le faire, on peut vous accompagner à le faire sur mesure. Merci beaucoup, Kadi. Alors, donc, si je peux juste, Jean-Charles, ajouter à ce que Kadi a dit. Aujourd'hui, effectivement, comme c'est un couple avec un enfant, et Kadi l'a si bien dit, parce que tout dépend du revenu qu'il gagne. Comme je l'avais dit tantôt, revenu égale la consommation plus épargne. Donc, s'ils ont une capacité importante d'épargne, et l'investissement sûr, comme Kadi a dit, un fonds commun est constitué avec beaucoup plus de proportion d'obligations de trésor, parce que le risque est moindre, ça fait un investissement bon père de famille. Mais de l'autre côté, c'est que je venais de dire tout à l'heure lors de la présentation, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui,
S'ils constituent ça au bout de 5-10 ans, ils peuvent avoir un certain niveau de capital en termes d'obligations de trésor. Et si ces obligations de trésor peuvent être prises par une banque qui va leur accorder le prêt, ça leur permettra en tout cas, par exemple aujourd'hui, disons que le prêt immobilier est autour, en tout cas dans nos pays, entre 6 et 7 ou 8% et all-in. Et si vous regardez ce coût de cet emprunt et que vous avez peut-être un instrument financier qui vous procure de façon sûre un 5%, c'est-à-dire qu'en réalité, vous ressortez avec un coût d'emprunt de 2%. Et ça, c'est sans risque de votre capital. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ce que j'allais les conseiller. Je pense que Kadi l'a si bien dit. Merci. Et merci à tous les deux. Alors, la prochaine question, je crois que c'est plutôt pour toi, Faisal. Il dit bonjour, il nous faut un minimum de combien pour pouvoir acheter des obligations? La première question. La deuxième question, c'est entre les actions et les obligations, qu'est-ce qui est le plus rentable? Donc, je reprends. Faut-il le minimum de combien pour acheter des obligations? Et la deuxième question, quelle est entre les actions et les obligations, qu'est-ce qui est plus rentable? OK, merci aussi pour la question de notre participant. Pour la première partie de sa question, à savoir sur le montant minimum pour l'achat de bons obligations de trésor, et on l'a rappelé. Pour nous, aujourd'hui, à Ecobank, on va commencer pour 30 millions comme minimum d'investissement. Mais au niveau de la réglementation, pour les bons de trésor, la valeur unitaire est de 1 million. Pour les obligations de trésor, la valeur unitaire est de 10 000. Et le montant minimal de souscription est aussi réglementaire pour les banques au niveau même du marché primaire. Donc, quelqu'un ne peut pas s'élever pour aller juste dire que je vais acheter un bon de trésor et je donne 1 million. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais le seuil, c'est nous, Ecobank, qui nous sommes dit pour la constitution des portefeuilles, c'est 30 millions pour les particuliers. Par contre, Kadi, dans sa stratégie, en fonction de l'engouement qu'il y a et des niveaux de revenus, en tout cas, si on a des données statistiques, si on doit ramener ça à la baisse parce qu'on a des gens qui ont envie de se constituer de portefeuilles, mais qui n'ont pas les moyens tout de suite de rentrer avec 30 millions, on peut regarder, bon, j'ai dit, je parle sous le contrôle de Kadi, c'est pas quel serait le montant minimal qu'on pourra définir pour dire, bon, OK, on peut commencer peut-être avec 10 millions, avec 5 millions, ça dépend, tout dépend de la stratégie de la banque. Mais je pense que nous sommes très ouverts. Et l'idée pour nous, et c'est pourquoi depuis longtemps, tu l'as rappelé, je pense qu'on a plusieurs numéros de webinaires aujourd'hui dans le cadre de l'éducation financière qu'Ecobank s'est engagé en tout cas à partager avec l'ensemble de ses clients. Et donc, je pense que sur ça, c'est quelque chose qui peut être revu, mais pour le moment, c'est 30 millions. Pour la deuxième partie sur qu'est-ce qui est plus risqué entre les investissements en obligations de trésor et en actions ou rentables. Et comme vous le savez, le risque va avec la rentabilité. Plus un instrument financier est risqué, plus cet instrument financier est rentable. On a dit tantôt que les obligations sont des instruments d'investissement pour bon père de famille. Les actions ont des rendements supérieurs aux obligations. Par contre, les actions sont plus risquées que les obligations. Les actions, de façon juridique, on dit que l'action est un titre de propriété, alors que l'obligation est un titre de créance. C'est-à-dire que même si Jean-Charles contracte un prêt auprès de moi demain, Jean-Charles a l'obligation de me rembourser, en tout cas, sauf si Jean-Charles n'a rien qu'on puisse vendre. Mais tant que Jean-Charles a des biens, on peut tous les vendre pour me rembourser. Alors que si c'est dans une action, on paye tout le monde d'abord et c'est quand ça reste seulement que les propriétaires de l'entreprise sont payés, donc les actionnaires sont payés. Donc voilà les différents risques qu'il y a entre ces deux instruments. Merci. Je ne sais pas si je peux répondre à la question de notre cher participant. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Alors, j'ai une autre question, mais c'est une question religieuse. Là, sur le volet religieux, est-ce que les obligations ne sont pas licites? La question c'est, est-ce que sur le volet religieux, les obligations ne sont pas licites? Donc, je crois que c'est illicite qu'il l'a dit. Bon, nous, on est une institution, en tout cas, laïque. Les instruments que
en tout cas, que nous proposons à nos clients sont des instruments qui sont réglementés par un régulateur qui est notre banque centrale, le CRINF et l'UEMOA titre. Et on a une commission bancaire. Maintenant, aujourd'hui, les convictions des uns et des autres, c'est une autre discussion. Cependant, il y a des instruments si la personne hésite. EcoBank a des soukouks. On a des instruments si c'est islamique que la personne veut dire, je ne sais pas, en tout cas, de quelle obédience religieuse appartient en tout cas la personne qui a posé la question, mais nous avons des obligations soukouk qui sont des obligations islamiques et sur lesquelles nous pouvons faire transiger aussi pour lui donner des intérêts. Okay. Faisal, pour enchérir, on ne les a pas encore à l'UEMOA, mais je peux déjà confirmer qu'au Nigeria, on a effectivement des fonds soukouk qui sont des fonds islamiques ou des fonds halal sur lesquels on peut investir. On ne les a pas encore au niveau d'EcoBank, mais comme Faisal disait, ça existe. Et même à EcoBank, on l'a au Nigeria avec EDC. Non, pour nous, les obligations soukouk, on a des États qui ont émis des obligations soukouk, l'État de Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, qui sont sur le marché actuellement, qu'EcoBank a un niveau, en tout cas on a un potentiel, qu'on peut aussi fructifier. En plus de ce que vous venez de dire, les fonds soukouk, comme c'est déjà fait dans nos filiales, qu'on peut dupliquer aussi dans un proche avenir. Excellent, excellent. Donc, ça existe pour le participant qui a posé la question. Voilà. Il en existe. Okay. Ça marche. Alors, j'espère qu'il a reçu sa réponse. J'ai une autre question. Quel est le niveau de risque sur les investissements de titres et d'obligations? Le risque est-il zéro? Je suis profane en la matière, adressé à Faisal. OK, le risque, merci beaucoup pour sa question, qui est une question pertinente. En termes d'investissement, comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de risque zéro. Il y a le risque de liquidité, il y a le risque de taux d'intérêt, il y a le risque de contrepartie qui sont liés à ces investissements. Mais comme je l'avais dit encore une fois, pour le risque de contrepartie, qui est le fait que l'émetteur soit en défaut, en tout cas de façon historique, depuis 2007, où vraiment les activités d'émission de bons et obligations de trésor ont commencé au niveau de l'UEMOA, on n'a pas eu d'émetteurs qui ont vraiment fait des défauts, en tout cas secs comme ça. On n'en a pas eu. On a eu des problèmes politiques qui ont retardé les règlements, mais on n'a pas eu de défaut jusqu'à aujourd'hui, on se parle. Le risque de taux, il existe, mais aujourd'hui, pour celui qui achète et qui va garder l'instrument jusqu'à la fin, n'a pas ce risque de taux. Le risque de taux va se cristalliser lorsque vous achetez l'obligation de trésor et qu'au moment où vous souhaiterez le vendre avant son échéance, les taux d'intérêt, par exemple, montent. Et forcément, le nouveau investisseur se dira, au lieu d'acheter votre titre, peut-être qui offrait un 5%, si le marché offre aujourd'hui 7%, il sera beaucoup plus enclin d'aller sur le marché acheter le 7% sur la même durée que d'acheter votre 5%. Ce risque-là, il existe. Donc, le prix peut baisser si vous voulez sortir avant l'échéance. Mais si vous n'avez pas de contrainte que vous allez garder ça jusqu'à la fin, c'est-à-dire votre rendement connu au préalable sera le même à la fin. Maintenant, le risque de liquidité, lui, il va se cristalliser quand peut-être aujourd'hui, vous avez le besoin tout de suite. Jean-Charles a besoin d'acheter la dernière Range Rover qui coûte peut-être 128 millions full option. Et il a un portefeuille chez Caddy qui est de 200 millions. Il veut tout de suite aller chez Faisal, le concessionnaire, pour acheter cette Range Rover. Oui, si la banque ne peut pas monnayer ces 128 millions pour acheter la voiture, oui, il y a ce risque-là. Mais de toute façon, après, la banque pourra vendre ça et puis lui donner le cash. Et aujourd'hui, le marché secondaire de l'UEMOA est en train de rentrer dans une phase de maturité parce qu'aujourd'hui, on arrive quand même, en tout cas jusqu'à une certaine volumétrie, de pouvoir échanger ça sur le marché secondaire de l'UEMOA. Donc, quand on parle ici de personnes physiques, c'est des personnes qui investissent entre 100, 200, 300. C'est rare qu'on voit des gens qui ont 2 milliards, 3 milliards de portefeuille. Donc, et ça, la capacité d'absorption du marché aujourd'hui fait en sorte qu'en tout cas, le délai même de réalisation, si un investisseur souhaiterait sortir, est en tout cas très, très faible. Merci. Merci beaucoup, Faisal. Je crois que j'ai une question pour Kadi. Comment évaluer le montant idéal à épargner chaque mois en fonction de ses revenus et de ses dépenses? Je répète la question. Comment évaluer le montant idéal à épargner
chaque mois en fonction de ses revenus et de ses dépenses? OK, très bonne question, merci. Je pense que ça va servir de rappel donc à toute l'audience. Ça nous ramène au fait à la slide sur l'astuce 50-20-30. Donc, c'est un principe de base général où on demande de garder, de ne pas dépasser 50% de son revenu, d'utiliser 50% de son revenu pour ses frais de subsistance. C'est ce qui est recommandé. Donc, je reviens, je gagne 100 000 francs par mois. Bon, 100 000 francs, c'est un peu bas. Si on sort le loyer et autres, bon, on va dire, bon, on peut rester à l'exemple de 100 000 francs. Ça dépend donc du portefeuille de chacun. 100 000 francs par mois, mes frais de subsistance ne doivent pas dépasser 50 000. Donc, 50%, quand on dit frais de subsistance, c'est tous les frais qui nous permettent de vivre, que ce soit la maison dans laquelle on loge, les factures d'eau et d'électricité, ça peut être aussi le câble, ça peut être aussi le marché, le supermarché, l'épicerie, ça peut être aussi le transport, le carburant et autres, les taxis qu'on prend et tout. Donc, les frais de subsistance, 50%. Maintenant, il y a le 30 et le 20%. Le 30%, en général, en fonction de son niveau de vie et de ses réalités, 30% devrait servir à l'épargne. Et 20%, c'est vraiment pour se faire plaisir, parce qu'on ne travaille pas juste pour vivre ou pour épargner. Il y a un 20% qu'on se permet justement d'utiliser pour ses loisirs, pour se faire plaisir, pour les voyages, pour les sorties en famille, au maquis, au restaurant en fin de semaine, pour s'acheter des vêtements. Donc, c'est 50 obligatoires frais de subsistance, 30% recommandé pour épargne. Maintenant, ça peut être inversé, ça peut être 40, ça peut être 10. L'autre 50, vraiment, ça dépend vraiment de la réalité de chacun, de vos ambitions et de la discipline que vous mettez. On peut vous donner tous les conseils du monde, mais si vous n'avez pas la volonté d'épargner et puis garder la discipline, ces règles-là ne vont pas servir vraiment à grand-chose. Donc, gardez en tête, au fait, cette règle de 50, 30, 20 que j'utilise depuis des années et qui fonctionne très bien. Merci beaucoup, Kadi. Alors, je crois que le temps qui nous est vraiment imparti est en train de tirer allègrement vers sa fin. Donc, je vais prendre que 2 dernières questions et puis on pourra justement, pour les autres questions, se rapprocher de l'équipe de la planification financière ou nous contacter au 99 55 justement pour avoir tous les autres éléments de réponse. Donc, la dernière question, c'est vraiment une question pour Faisal. L'avant-dernière question. Quel est l'intérêt de placer sur le marché obligataire de la BRVM quand il existe un marché de titres publics qui offre aussi des emprunts étatiques? Je répète la question. Quel est l'intérêt de placer sur le marché obligataire de la BRVM quand il existe un marché des titres publics qui offre aussi des emprunts étatiques? OK, merci. Je pense que c'est une question très pertinente. Merci pour la question. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une préoccupation même du point de vue du régulateur. Et aujourd'hui, quand vous regardez les 2 marchés, les intervenants sont presque les mêmes. À la seule différence, je vais donner. Aujourd'hui, sur le marché monétaire de l'UEMOA, tous les États interviennent. Sur le marché financier, les mêmes États émettent aussi par appel public à l'épargne. La différence, c'est quoi? C'est que sur le marché monétaire, l'adjudication, en tout cas les soumissions, se font en une journée. Alors que sur le marché financier, il y a un délai, je pense, de 30 jours. Et les montants sont beaucoup plus conséquents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un État veut émettre 200 milliards, ce n'est pas sur le marché monétaire, en tout cas par prédilection, qu'il va s'adresser. Il va s'adresser sur le marché financier en cherchant, en commettant un chef de file qui va trouver, en tout cas dans son syndicat, plusieurs SGI qui sont les acteurs pour la collecte, la mobilisation de ces fonds-là sur le marché financier. Donc, il y a une durée pour essayer d'approcher l'ensemble des différents investisseurs pour collecter ce montant-là. Deuxième chose différente, c'est que le custodian, en fait, le teneur de compte pour les obligations et les bons de trésor qui sont émis sur le marché monétaire, donc par le canal de l'UEMOA titre, c'est la Banque centrale qui est le teneur de compte pour ces titres-là. Par contre, sur le marché financier, encore une fois, c'est la BRVM. Il y a beaucoup de différences. Maintenant, les gens, en fonction,
c'est que sur le marché financier, vous avez de facto des titres qui sont à durée longue. Aujourd'hui, quand vous prenez les investisseurs zinzin, c'est-à-dire les caisses de retraite, les assurances, ces institutions ont beaucoup besoin d'investir sur des instruments longs et non pas sur des instruments courts. Pour les États, ils viennent sur le marché monétaire de façon, en tout cas, classique et conventionnelle. C'est pour des questions, en tout cas, de gestion de leur budget. Donc, c'est pourquoi ils émettent des bons de 1 an, 28 jours. C'est-à-dire que ce sont en tout cas, des dépenses qui sont déjà inscrites dans le budget de l'État, mais à cause des décalages entre la collecte des impôts et taxes pour faire face, l'État peut solliciter le marché pour ces instruments-là. Donc, mais encore une fois, pourquoi la question est extrêmement pertinente, la Banque centrale aujourd'hui, l'agence UEMOA titre et l'autorité du marché financier de l'UEMOA sont en pleine réflexion pour voir comment est-ce que ce marché-là, étant donné que c'est les mêmes acteurs, les fusionner. Je ne sais pas quand est-ce qu'une décision va sortir, mais c'est une préoccupation même pour nos régulateurs. Voilà ce que je peux dire pour répondre à la question de notre cher participant. Merci. Merci beaucoup, Faisal. Alors, Kadi, tu vas prendre la dernière question en 1 minute, si c'est possible. Quels sont les conseils pour rester discipliné et maintenir une routine d'épargne régulière? Quels sont les conseils pour rester discipliné et maintenir une routine d'épargne régulière? OK. Les conseils donc pour la discipline, le premier conseil, c'est la volonté. Hein. C'est vraiment, il va falloir faire un travail sur soi pour pouvoir avoir la volonté de le faire. Donc, ça, c'est vraiment un point personnel. Il faut décider. La décision vous appartient de pouvoir garder cette discipline. Maintenant, les conseils, on en a parlé, c'est pour s'assurer en fait que c'est fait, c'est la mise en place d'épargne systématique, des virements automatiques vers un compte d'épargne prévu. Donc ça, c'est un des conseils qui va vous permettre d'éviter de piocher. Parce que si votre argent est disponible sur le compte courant, là où est rattachée votre carte, vous retirez, à chaque fois que vous consultez votre solde, vous pensez que vous avez encore de l'argent. Mais dès que si jamais vous consultez votre solde et que l'épargne est déjà allouée, vous savez que les 50 000 francs qui vont payer les frais de scolarité sont déjà enlevés, mais vous pouvez dépenser. Et une autre astuce, en plus de mettre en place des épargnes systématiques, une autre astuce, ce serait quoi? C'est d'ouvrir des comptes projets. Chaque compte d'épargne a un projet. J'ai un compte d'épargne pour l'éducation des enfants qui est différent du compte d'épargne pour la mise de fonds pour l'acquisition de la maison, qui est différent du compte d'épargne pour la retraite. Donc, voilà les 3 astuces. Volonté personnelle, décision personnelle, c'est une décision personnelle. Épargne systématique automatique. Et en 3e lieu, avoir plusieurs comptes d'épargne différents avec des noms de projets pour s'assurer justement de les avoir bloqués et non accessibles pour ne pas justement venir prendre dans le compte, une fois que vous appelez un compte éducation, ça va être difficile au fait d'aller piocher dedans pour pouvoir aller célébrer le mariage de son enfant ou peut-être participer à un enterrement donc au village. On sait que ces réalités sont les nôtres, elles sont africaines, on doit avoir une vie sociale, il faut le mettre dans votre budget. N'allez pas piocher dans le compte éducation de vos enfants pour participer donc à un mariage ou à des funérailles. Voilà. Merci beaucoup, Kadi. Merci, chers participants. Le temps qui nous a été consacré vraiment est en train de tirer à son terme et je pense qu'on pourra se recontacter au 99 55 ou encore par email epf@ecobank.com pour vraiment toutes vos questions qui sont restées en suspens. N'hésitez pas à nous appeler. Aussi, ce que je voulais vraiment, avant que DG nous donne son mot de fin, c'est que chacun de nous puisse garder à l'esprit que ce sont les petits ruisseaux qui nous donnent de grandes rivières. J'ai entendu quelqu'un dire, il y a des petites joies et des grandes joies, morceau par morceau. Si vous voulez avoir une très bonne épargne et atteindre vos objectifs financiers, n'hésitez surtout pas à commencer dès maintenant. Il n'y a pas de petite épargne. Et je pense que pour ce webinaire,
sur la stratégie d'épargne et d'investissement, on a été vraiment très instruit. On a reçu de Faisal beaucoup de tips. Il nous a bien dit que rien n'est figé dans le marbre, on peut toujours discuter et n'hésitez pas à venir vers nous pour pouvoir ouvrir vos comptes sur le marché financier, pour pouvoir faire des investissements et aussi toucher vraiment à tout le sujet des planificateurs financiers d'Ecobank pour pouvoir recevoir toutes sortes de conseils pour atteindre vos objectifs financiers. Merci à vous et je vais passer la parole maintenant à notre cher parrain, le directeur général d'Ecobank Sénégal, M. Yalou Saïd. Allô, vous m'entendez? Oui, DG, on vous entend. Super. Merci beaucoup à tous les panélistes. Jean-Charles, Kadi, Faisal, je pense que nous avons apprécié votre brillante prestation. Et chers participants, j'espère que vous avez eu vraiment des conseils très utiles pour votre planification financière. N'oubliez pas, demain se planifie aujourd'hui. Et si nous voulons avoir le contrôle de notre vie, si nous voulons avoir une certaine maîtrise, une certaine visibilité face à un environnement dans un monde plein d'incertitudes où nous opérons aujourd'hui, il est essentiel que nous puissions effectivement faire ces instruments-là de planification financière qui nous permettent véritablement de prendre le contrôle sur notre indépendance financière. À travers les nombreuses questions que vous avez posées, nous avons pu constater effectivement que c'était un sujet d'importance, mais également que vous êtes très investi en ce qui concerne la définition de votre planification financière. Nos experts maison restent à votre disposition. Kadi, qui gère donc notre unité de gestion du patrimoine, est à votre entière disposition, ainsi que ses collaborateurs, pour faire le link, aussi bien avec les équipes de finance que des équipes de FICC, effectivement, pour pouvoir vous trouver les solutions qu'il faut. Que vous soyez staff de Ecobank Group ou client de Ecobank Group, sachez que la réussite de votre planification financière est un objectif pour nous parce que un staff heureux fait une meilleure banque et un client heureux ajoute à la loyauté. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis de vous avoir eu aussi nombreux et nous espérons que ce webinaire vous a apporté vraiment ce qu'il faut et que ça va continuer désormais avec les prochaines décisions que vous allez prendre en ce qui concerne votre épargne et l'investissement. Merci à tous et bonne soirée. Merci à DG, merci à Kadi, Faisal. J'ai une dernière petite annonce. On a un code QR pour tous ceux qui ont posé des questions, qui n'ont pas pu avoir de réponse, vous pouvez déjà scanner et puis vous faire enregistrer pour qu'on puisse vous recontacter plus tard. Merci à vous et merci et bonne fin de journée. Merci. Merci à tous de vous être connectés aussi nombreux. Au revoir. Merci Faisal, Jean-Charles. Merci DG. Merci à vous. Merci, chers participants. Bonne fin de journée à tous. When you saw an Ecobank banker, whether it was in Nigeria or Ghana or Italy, he stood out. That is still so. We must push that. Avant, il n'y avait que des banques étrangères. C'était pas facile. Pour mener des affaires, les Africains mènent des affaires avec elles.
Donc c'était beaucoup pour être proche, pour permettre à nos frères de bien vouloir trouver des facilités pour tous les problèmes de développement de leurs affaires. Tous les problèmes économiques, il faut les voir ensemble. Les pays doivent s'unir. Il n'y a pas de francophones ici, il n'y a pas d'anglophones là. Nous sommes des Africains. EcoBank then had to find a formula whereby it could achieve its purpose of having banks all across Africa, West Africa, belonging primarily to Africans, not the colonial bank. And it was possible because President Eyadema of Togo was willing to invent this formula whereby, okay, it's true, Togolese law says you can't have a bank in Togo and then it will have banks in other countries. You know, EcoBank transformed banking practice in West Africa. The French banks used to close at 3. Saturday, you wouldn't see them. You know, but when we came, we were opening our banks, they started to. In fact, we became market leaders. My name is Sharif Ali. I'm a candidate in the EcoBank Management Development Program. My name is Wendy Orhan. My role at EcoBank is a management trainee in the EcoBank Management Development Program, and I have been at EcoBank so far for 6 months. Je m'appelle Kwamtou. Je suis assistant trésorier à EcoBank Togo, en charge du FX. EcoBank, c'est une belle banque. C'est une banque qui dégage des valeurs nobles et qui s'est investie pour une mission de taille, celle d'être au cœur du développement de l'Afrique. I believe Africa is a gold mine for economic opportunity, but more importantly, human capital, because we have such a young foundation and we have so much untapped potential. I believe that we have a lot of great strides to make in Africa because we have a lot of great minds that are budding and growing in our emerging markets. And I am glad to be a part of an organization that recognizes that and fully wants to tap into that potential. L'avenir de l'Afrique, ça dépendra de nous, de vous les jeunes. C'est dans vos mains. J'ai très confiance à la jeunesse africaine et c'est pour ça que je leur ai dédié ma mémoire. Donc ça ira. Il faut faire confiance. If we aggressively pushed for markets, maintain quality, go ahead in ICT, and we sell ourselves as the genuine Pan-African bank, we should be more important in every country in which we are than the foreign banks which are trying to be all over Africa too. I would describe the purpose of EcoBank in 3 words: as Pan-African, technologically savvy, and innovation. I believe with EcoBank's Pan-African reach and its investment in technology, there's a lot of innovation that is being created by the bank. I see the future of EcoBank as a financially inclusive institution across Africa, fully integrated, delivering products and services to all our customers worldwide. Le problème le plus important pour nous, c'est tout ce qui peut unir l'Afrique, unir les affaires des Africains, faciliter les affaires, promouvoir des affaires. C'est ça le plus important pour nous. Nous sommes partisans. Partout.